nous vous prévenons que ce documentaire traite de thématiques difficiles, parfois violentes et troublantes. Il est destiné à un public averti. Chaque année, environ 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, soit un enfant toutes les 3 minutes. Pourtant, en 2020, seulement 40 000 mineurs ont été recensés comme victimes par les autorités. Ce chiffre signifie que 3 victimes sur 4 ne portent jamais plainte ou ne sont jamais identifiées par le système judiciaire. Parmi celles qui osent parler, 73% des affaires portées devant la justice sont classées sans suite, laissant la majorité des agresseurs impunis. Face à ces lacunes évidentes du système judiciaire, certains citoyens ont décidé de prendre les choses en main. La 211, l'une des organisations les plus actives en France, traque les prédateurs sexuels en ligne. Contrairement à d'autres groupes aux méthodes controversées, elle adopte une approche différente pour dénoncer ces crimes. Avant de passer aux chasseurs, il faut connaître leur cible. Qui ces justiciers d'Internet visent-ils? Ce sont des pédocriminels en ligne qui se rendent coupables de nombreux crimes. Le plus souvent, ils parlent à des mineurs afin d'obtenir des photos et des vidéos à caractère sexuel, mais aussi de les détourner de leur famille. Nous avons rencontré un ancien addict à la pédopornographie qui nous a expliqué sa manière de se fournir. Je suis tombé sur un site russe, c'est là où en fait j'ai le plus navigué. J'ai vu qu'il y avait ce qu'on appelle du peer-to-peer, des échanges d'images, de vidéos, etc. Donc il fallait avoir des images pour pouvoir échanger, pour obtenir des images qu'on n'avait pas nous-mêmes, etc. Enfin, c'était un monde... On avait des liens sociaux, entre guillemets, des liens sociaux particuliers. Voilà, c'est-à-dire que on se parlait pas, c'était en anglais, on disait hello, you trade, yes ou no, you send first, tu envoies en premier. Voilà, s'il n'envoyait pas en premier, on lui envoyait pas en premier. Et il y a un jour, il y a un correspondant, bon, je ne sais plus, peut-être du Canada, Australie, il m'envoie, bon, je ne sais plus combien de fichiers, et je me suis retrouvé envahi sur mes boîtes email. J'avais ouvert une dizaine de boîtes email pour recevoir les fichiers. Donc avec des pseudos, enfin bon, tout un trafic. Et il m'envoie, alors là j'étais envahi d'images, je les ai mis sur CD-ROM, parce qu'à l'époque les ordinateurs n'étaient pas surpuissants pour pouvoir emmagasiner, donc CD-ROM, des premières clés USB, voilà. Et j'ai commencé à trader. Et de plus en plus de monde. Vous étiez combien à peu près, Tony? Combien de personnes au total j'avais en correspondance? Entre 250 et 300 personnes j'avais sur mes contacts email à peu près. Sur les 6-7 boîtes email, vu comme j'en avais, mais je triais mes contacts, ils étaient rangés, etc. La pédocriminalité a toujours été un fléau sur Internet. Mais avec l'explosion de réseaux sociaux tels que TikTok et l'apparition de messageries anonymes comme Telegram, de plus en plus de contenus pédopornographiques circulent sur Internet et de manière très organisée. C'est pour cela que des citoyens engagés ont décidé de mener le combat. Bonjour, c'est Afrique. Merci pour ce reportage exceptionnel dont vous me permettez de participer. Mon nom est Codeur. Je suis un activiste qui milite dans la lutte contre les dérives malveillantes sur Internet. Vous m'avez déjà entendu, peut-être sans le savoir, et pourtant, dans l'obscurité du net, je démantèle des organisations criminelles. Quel est mon constat sur la pédocriminalité en France? Je dirais qu'il se professionnalise depuis 5 ans. Avec le confinement, leur pratique a évolué. Elle s'est perfectionnée. Avec l'arrivée des nouvelles technologies et des nouveaux moyens de détection, ils ont affiné leurs techniques. Ils se sont réellement structurés, et les organisations qui fournissent ce service se sont rendues compte qu'un sachet de drogue, on le vend une fois. Un enfant, on le vend 5 fois par jour, et on le consomme 2500 fois en vidéo dans cette même journée. La pédocriminalité est le nouveau marché criminel qui explose en 2025. On est en mars, et au moment de cette interview, j'attaque ma 11e grosse affaire depuis le début de l'année. Les réseaux sont-ils plus nombreux qu'avant? Je dirais qu'ils sont moins nombreux qu'avant, mais qu'aujourd'hui ils ne se cachent plus, car ils s'unissent pour défendre leurs fantasmes. Ils s'unissent parfois derrière des organisations très influentes. La Lolita Teams, la Pizza Lover, la Pedo Beer, la CP Boys. On a l'impression qu'il est impossible de les arrêter. On n'arrêtera jamais une maladie de la société,
mais aujourd'hui on la laisse se développer. Tant qu'elle sera tabou en France et tabou dans les médias, nous serons dans cette zone de non-droit, où la pédocriminalité n'est pas punie et où les victimes ne sont pas respectées. Il faut donner davantage de moyens auprès des autorités, accompagner les collectifs citoyens qui portent ce combat depuis plusieurs années, parfois dans l'anonymat et parfois en association. Mais surtout, il faut solliciter les pouvoirs publics, vos députés qui vous représentent, et leur faire comprendre que ce sujet est prioritaire aujourd'hui en France. Sur quel dossier travaillez-vous en ce moment? Je travaille sur 2 dossiers. Une organisation qui vole des vidéos TikTok de mères célibataires, où elles se montrent publiquement avec leurs enfants, et ce groupe vend aux enchères vos enfants, leur habitude, et parfois même les bonnes pratiques pour s'amuser sans se faire prendre. Et le deuxième dossier est une cartographie des organisations pédo en France, avec les sites internet où actuellement ils se groupent et parfois s'organisent pour créer du contenu. Actuellement, j'ai pu identifier 300 organisations avec 800 sites internet, parfois connus et inconnus des services de police, et des groupes Telegram, Reddit, TikTok, Instagram, Snapchat, où ils se regroupent. Si je pouvais vous faire passer un message, à vous, parents, qui êtes les premiers acteurs et les premiers défenseurs de vos enfants, sensibilisez, protégez-les, informez-les. C'est le plus important. Notre dernier intervenant lutte uniquement sur Internet, mais d'autres dérives partent beaucoup plus loin. Plusieurs groupes anti-pédophiles agissent plus directement, par exemple en se faisant passer pour des jeunes filles sur Internet. Enchanté, je me présente, Pinku, voix off de la SDSS. Mon job, c'est de mettre en confiance les pédophiles avec ma voix de fille et de les envoyer à des rendez-vous. Je suis dans le groupe depuis à peu près 1 mois. Je suis arrivée vers l'ouverture de la SDSS. Je me suis déjà occupée de beaucoup de pédos. J'ai organisé quelques rendez-vous. Et ensuite donner des rendez-vous pour piéger ces individus. Ils n'ont pas de badge, pas d'uniforme, pas d'autorité officielle, mais traquent sans relâche et caméra à la main, ils les confrontent publiquement. Je voudrais m'excuser pleinement pour ce que j'ai voulu faire. Voilà. Et je ne recommencerai plus et je vais effacer son numéro et tout ce qu'il y a sur Instagram ou autre. Et voilà. Je vais même me déconnecter d'Instagram. Tu vas supprimer Instagram? Je vais supprimer mon Instagram. Et dis, Fleury-les-Aubrais, c'est le meilleur quartier d'Orléans. Fleury-les-Aubrais, c'est le meilleur quartier. J'avais mes grands-parents qui habitaient ici. Okay. Leur objectif est clair. Forcer ces hommes à avouer, les exposer aux yeux de tous et empêcher la récidive. Une question se pose, cela marche-t-il vraiment? Et ça, c'est une vérité que je ne replongerai pas un jour, sait-on jamais. T'es pédophile, parce que ça, c'est le terme que l'on mélange, hein, c'est, voilà, t'es un pédophile, ceci, cela. Hein. Alors, ça va me donner une occasion, peut-être, de dire, ok, je vais céder, tant pis, voilà, un suicide, voilà, social, et je vais lui montrer qu'il a raison. Certains chasseurs choisissent la traque, d'autres misent sur la guérison. Nous avons rencontré une femme qui lutte autrement en aidant ces individus. Bonjour, je suis Madame Benari Latifa, fondatrice et présidente de l'association L'Ange Bleu, créée en 1998 après 30 ans d'expérience sur le terrain dans l'ombre. À 20 ans, j'ai rencontré le premier pédophile qui était en souffrance. C'est à travers une petite fille qui m'a révélé que c'était l'ami de son frère. Et j'ai réussi à le rencontrer. Cet homme m'a avoué qu'il était attiré que par les petites filles. Et il était amoureux de cette petite fille en particulier. Donc, on s'est éloigné, on a marché. J'ai même pleuré avec lui. J'étais surprise. Il m'a dit qu'il n'avait pas choisi cette déviance, mais qu'il voulait vraiment comprendre pourquoi il ne pouvait pas désirer les jeunes filles majeures. J'ai donc commencé à apporter une aide, un soutien, à faire de la médiation, auprès des ex-auteurs, auprès des auteurs non judiciarisés à l'époque. Je pouvais vraiment trouver des solutions pour éviter la récidive. Et bien sûr, c'était ça qui m'intéressait, c'était protéger les enfants d'une récidive. Il y a eu cette explosion médiatique autour de Marc Dutroux. Tout le monde pensait que tous les pédophiles, tous les agresseurs avaient le même profil que Marc Dutroux. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de méconnaissances. Et j'ai bien sûr décidé de créer l'association en 1998. En créant l'association L'Ange Bleu, je voulais surtout travailler en amont. Donc j'ai créé une structure exutoire pour les pédophiles qui n'étaient pas passés à l'acte.
que j'appelle moi, que j'ai appelé abstinents. Bien sûr, tous les auteurs, les centaines d'auteurs que j'ai aidés, que j'ai soutenus, m'avaient avoué que s'ils avaient trouvé une aide et une écoute pour comprendre et pour éviter le passage à l'acte, ils l'auraient fait. Donc j'ai compris, bien sûr, que cette structure est fondamentale, elle est utile, elle est même vitale. D'autres personnes ne sont pas d'accord avec le point de vue de Latifa, fondatrice de l'association L'Ange Bleu, qui a pour but d'aider les addicts à se soigner. Arnaud Gallet, qui lutte contre l'inaction de la justice, contre la pédophilie et l'inceste, a une toute autre vision. Alors est-ce que je suis en colère? Oui, je suis en colère. Je suis quand même en colère de voir, par exemple, et d'entendre, comme ça a été le cas récemment, quand on a un Premier ministre qui, au regard de sa responsabilité, tient quand même des propos qui me semblent complètement hallucinants. On est en plein dans l'affaire Betaram. Il découvrait en fait la question des violences sexuelles. On trouve ça complètement dingue. Il a parlé d'un continent méconnu, voire inconnu. Enfin bon, on se dit qu'après tous les rapports qu'il y a eu, après le mouvement MeToo, après, enfin bref... le mouvement MeToo inceste. Enfin bref, on pourrait multiplier donc le rapport après. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. On a dit qu'il y avait eu 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église en 70 ans. 13 enfants par jour, sans compter les enfants en situation de handicap. Après, la CIVIS, donc la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui a dit qu'il y avait un enfant en France toutes les 3 minutes victime de violences sexuelles. On a un Premier ministre aujourd'hui, François Bayrou, qui nous dit qu'il découvre. Et c'est vrai que ça met quand même sacrément en colère. Après, là où il y a une touche d'espoir, c'est que j'ai l'impression quand même que, et on le souhaite, il y a de plus en plus de parlementaires, députés, sénatrices, sénateurs qui sont au fait de cette cause-là, qui nous rencontrent, etc. Et puis on voit bien qu'il y a surtout un mouvement, encore une fois, sociétal très fort avec des victimes qui peut donner quand même de l'espoir. Voilà, donc c'est une colère, mais une colère nuancée, atténuée par ce mouvement qui, à mon sens, est une forme de chaleur en fait qu'on renvoie et une touche d'espoir pour la société, pour les enfants, etc. sur lesquels effectivement il va falloir poursuivre, il va falloir continuer. Et c'est vrai que c'est ce qui demande néanmoins peut-être qu'il y a aussi une colère parce que ça demande quand même énormément d'énergie. On se dit que la société s'appuie énormément aujourd'hui sur les victimes alors que les victimes devraient vivre paisiblement. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument que les choses changent. L'État dit que les pédophiles sont traités et arrêtés, alors que des dossiers sont cachés, des scandales où d'importantes personnes sont impliquées, telles que des politiques. L'affaire Betaram, qui avait explosé médiatiquement, nous montre que notre Premier ministre nous aurait caché un scandale concernant plus de 100 agressions sur mineurs. D'autres personnes pointent donc du doigt cette hypocrisie étatique. Tout d'abord, brut de décoffrage, quel est votre constat concernant la pédocriminalité en France, s'il vous plaît? Pour moi, c'est le constat d'une hypocrisie. Je vais faire un constat très rapide. Quel est le premier lieu où l'enfant est censé être protégé? C'est le socle familial. On voit que la pédocriminalité intrafamiliale est très importante dans le pays. L'inceste, un parent sur un enfant, ou un grand frère ou une grande sœur majeure sur un enfant. Ensuite, le deuxième lieu où il est censé être en sécurité et censé prendre le savoir, apprendre à lire et à écrire, c'est l'école. On voit que la pédocriminalité existe aussi. Nous avons le scandale de Betaram, mais des Betaram, malheureusement, il y en a plusieurs, sans vouloir globaliser, mais il faut parler très cash, ça existe. Je ne parlerai même pas du nombre de parents qui sont désemparés lorsque leurs enfants leur disent avoir été touchés par un prof ou par un adulte dans l'établissement, et l'éducation nationale qui, sur certains dossiers, cache les dossiers. Ensuite, lorsqu'un enfant n'a pas la chance d'avoir ses parents, il se retrouve où? Famille d'accueil ou foyer. La pédocriminalité existe aussi dedans, des attouchements. Je vais parler même de violences sexuelles de façon plus globale. Ça va regrouper et les viols et les agressions sexuelles. Donc je vais parler de violence. Les foyers, n'en parlons même pas, ou les foyers sur certains territoires ont remplacé les maisons closes, à la différence que le consommateur pédocriminel ne consomme pas sur place, il vient chercher les jeunes et ensuite il va faire ses affaires et il le ramène, d'ailleurs pas toujours. Et d'ailleurs je fais une petite digression, c'est toujours intéressant de voir des ministres fustiger des parents qui laissent des enfants de 10 ans traîner jusqu'à 23 heures, mais ça ne me dérange pas que des foyers laissent des enfants mineurs traîner jusqu'à 4 heures du matin ou fuguer avec des dossiers des fois qui sont cachés entre le foyer et l'ASE, d'accord? L'ASE aussi qui est, comme l'éducation nationale, comme l'hôpital, c'est un mammouth malade. Donc nous voyons que nos enfants sont très attaqués, on ne parlera même pas des réseaux sociaux, où on a vu ces tests par exemple qui ont été faits, où des faux comptes mineurs ont été abordés par des pédocriminels.
Pour vous, nous avons testé de créer un faux profil sur des messageries instantanées telles que Rencontre Ado, très fréquentées par les pédocriminels. Et les résultats sont plus qu'effrayants. Bonjour, je m'appelle Léa et j'ai testé pour vous des sites de rencontres. Je suis allée sur Rencontre Ado, j'avais aussi mes réseaux sociaux Snap, TikTok, et j'ai vu plein d'hommes arriver, mais des hommes adultes, j'ai pas compris. Et moi, je voulais juste me faire des amis. Papa et maman m'ont dit que vu qu'ils avaient pas le temps, je pouvais rester sur mon téléphone quand j'aurais fait mes devoirs. Et en fait, c'était pas des enfants de mon âge, c'était des personnes adultes. Le problème, c'est que ces messieurs, ils m'ont proposé de l'argent de poche. Et quand j'ai voulu comprendre comment je pouvais avoir de l'argent de poche, du coup, ils m'ont proposé, regardez les messages, je vous laisse voir. Je vous laisse voir. Voilà les messages. Et en fait, ça arrivait du premier moment où je suis arrivée sur les sites de rencontres pour ados ou mes réseaux sociaux où je les ai ouverts. Et en fait, ils sont très nombreux, ils me font peur. Et j'ai vu qu'en dessous de mes publications, il y avait des pizzas. Des pizzas. Donc, je crois que j'ai compris, c'est-à-dire que, en fait, mes photos et mes vidéos, ils les ont récupérées. Mais derrière tous ces profils d'hommes adultes, qui sont-ils réellement? Un chasseur de pédophiles nous a alors expliqué sa manière de voir les choses. Pas réellement de profil type. Disons que les pédophiles sont partout. Ils peuvent être médecins, policiers, membres actifs du gouvernement, députés. Les pédophiles se sont incrustés même au sein de notre propre gouvernement. Les profils, il n'y en a pas tellement. Les profils se répètent souvent, disons, au fur et à mesure de la conversation, même si on peut remarquer très souvent que la plupart n'ont pas réellement de vie familiale. Je dirais plus que les profils se reflètent dans les conversations avec les enfants. Nous avons donc demandé à 2 anciens addicts à la pédopornographie des explications. Tony, que nous avons entendu précédemment, nous explique. Globalement, vous aviez, vous, en votre possession, combien d'images pédopornographiques dans l'ensemble, hein? 25 000 fichiers à peu près. C'est choquant, hein. C'est sûr quand les personnes vont entendre ce terme fichier, c'est très choquant. Mais comment dire, c'est un collectionneur de, je cherche par exemple, je sais pas, de petits soldats. S'il dit qu'il a 3 000 ou 4 000 petits soldats, c'est moins grave, attention, hein. Mais on est collectionneur aussi. Vous comprenez le sens, le terme de ça. On est collectionneur d'images. Hein? Bon, c'est sûr que les gens, quand les personnes, les auditeurs, quand ils vont entendre ça, ils vont se dire, waouh, c'est un grand maboule, c'est un grand malade. Mais c'est exactement ça, c'est une collection. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.